Bonjour à tous, Tête à Clash numéro 36 commence avec 4 invités. Le premier, il est là et il s'appelle François Sanson. Il est coach d'entreprise et c'est sa deuxième participation. Bonjour. Bonjour François. Jacques de Guibon, vous êtes rédac-chef de L'Incorrect. Bonjour. Bonjour, oui. C'est votre troisième participation. Et normalement, il devait y avoir par là à ma gauche ou à ma droite, le numéro d'octobre de L'Incorrect, sachant que vous nous avez confié que vous venez de mettre sous presse le numéro de novembre. Donc voilà. Ce sera très bientôt. Nous en parlerons la prochaine fois. Troisième invité, Yves Christen. Je ne compte plus ses participations. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes biologiste et écrivain. Est-ce que vous avez un livre en préparation ? J'ai toujours un livre en préparation. Ok, très bien. Voilà. Il va bientôt être cuit et à point pour être dégusté. Il approche de la fin, oui. Ok, le quatrième, merci. Le quatrième s'appelle Christian Van Est. Alors, il est député honoraire, mais beaucoup plus chic. Il est membre honoraire du Parlement. Ouais, ça fait mieux, là. Hein, ça fait beaucoup mieux. Ancien député du Nord, auquel a succédé Gérald Darmanin. Qui ça ? Oui, voilà, c'est ça. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de surdité quand on disait Darmanin. Juste pour votre culture, on devient député honoraire au bout de 3 mandats. Donc voilà, c'est un bel exemple. Allez, on y va. Je vous propose, dans quelques secondes, nous attaquons ce menu. Le premier sujet, c'est un sujet autour de la laïcité et de comment se passe la laïcité dans les écoles en France. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a sorti un rapport qu'il a dévoilé lors d'une intervention auprès des intervenants en faveur de la laïcité dans les écoles, il y a donc quelques jours, qui dit que dans une période de 3 mois, son ministère a recensé 1000 atteintes à la laïcité. Alors ces atteintes, elles sont très diverses, hein. Souvent centrées autour de la religion, principalement de la religion musulmane, mais pas que, a-t-il bien précisé. En gros, c'est les rapports hommes-femmes à l'intérieur de l'école, les réactions à certains enseignements, l'histoire, la biologie et la musique, et puis d'autres autour de la nourriture. Certaines ont nécessité l'intervention sur place d'équipes qui se sont déplacées. Moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Si vous pensiez que ces atteintes à la laïcité étaient un problème sérieux, ou si finalement c'était une indication d'assez basse fréquence sur ce qui se passait dans la nation française. François ? Alors là, c'est effectivement... Je sais que vous avez bossé ce sujet, François. C'est pas que je le bossais, c'est qu'il me passionne. Ouais. D'abord parce que je parle beaucoup plus de laïcisme souvent que de laïcité. Et que je pense que malheureusement... La nuance, pour ceux qui, comme pour moi, sont... c'est plutôt le principe d'une idéologie qui est montée pratiquement à l'égal d'une religion. C'est-à-dire qu'on se bat aujourd'hui pour une laïcité qui a une définition relativement stricte, sur laquelle on peut tous se pencher sur lesquels il y a un accord un peu plus... on va dire que la laïcité comme symbole de la République pour être une ouverture à la tolérance et au bien vivre ensemble, aujourd'hui a été montée plutôt depuis des années, et on en paye le prix aujourd'hui comme une religion, c'est-à-dire qu'il était sur ce interdit. sujet-là. Ce sujet-là, c'est un sujet très important, c'est-à-dire que je pense que d'abord il y a eu 1000 cas recensés, 400 qui ont fait l'objet d'une intervention. Oui. Donc 60 sur place, 402 exactement, qui ont été traités, et 60 où des équipes dédiées se sont déplacées dans le collège ou le lycée en question. Oui, absolument. Alors, il y a de toute façon quelque chose à faire, mais la première chose à faire, c'est de rompre avec le laxisme de 20 ans d'histoire. Alors évidemment, c'est toujours facile de remettre en cause le passé. J'ai vécu, alors c'est pas que j'avais vécu le truc, je veux faire une parallèle avec, alors malheureusement je commence tout de suite, mais rapidement. Ce matin, je suis venu en transport en commun. Je suis un bon citoyen parisien, donc je transporte, voilà, je dépense moins de carbone. Vous risquez pas de me rencontrer dans ces transports. Ah, mais c'est pas grave, mais là en moto c'est mieux. Parce que vous êtes à pied. Alors, du coup, j'ai été alerté 2 fois par le principe de laïcité, donc c'était marrant. Je me suis dit, ça a fait écho à l'émission. La première fois, c'était dans le RER, en venant de là où j'habite, et il y avait une femme qui écoutait la prière directement depuis son smartphone sur voilà. Et je m'en suis prière musulmane. La prière musulmane. Ça aurait pu être un jour de Marie. Mais pour qu'il n'y ait pas de jaloux, et même si je suis d'obédience chrétienne, j'ai pas peur de le dire. Ce matin, dans le métro, tout de suite, la ligne 7, qu'on a dû tous prendre, enfin ceux qui sont venus en métro,
eh bien, on a été interpellé par une femme très courageuse qui, en 1 minute et demie, a vanté les mérites de ce que le Christ pouvait apporter, au moins au wagon dans lequel je me trouvais. Et ça m'a interpellé, parce qu'évidemment, j'ai pas eu du tout la même réaction personnelle à l'égard des deux interventions, qui pourtant dénotent toutes deux d'une atteinte virtuelle, puisque là, en l'occurrence, dans les transports publics, on peut encore s'exprimer à peu près librement, mais quand même, c'était intéressant. Alors, par rapport à l'école, moi, je pense qu'il faut remettre les choses au carré. Je pense que Blanquer a raison de sensibiliser les gens là-dessus, et que c'est pas du tout un effet passager. Ça s'amplifie énormément. Jacques, quel regard vous avez sur ce sujet Le problème, je vous rejoins un petit peu, c'est qu'on met un peu tout et n'importe quoi en fait sous ces atteintes à la laïcité, entre des élèves de confession musulmane en général qui contestent la nourriture qu'on leur donne, qui contestent la couleur des meubles, semble-t-il. Ça, c'est une nouveauté que j'avais jamais entendue. Je sais pas d'où ils sortent ça en fait, mais peut-être que ça existe dans une de leurs écoles de pensée. Et on met ça sur le même plan que des parents qui iraient contester le cours d'histoire ou le cours de biologie qu'on donne à leurs enfants, ce qui me semble être encore une prérogative des parents, qui sont les premiers éducateurs des enfants, de pouvoir dire non, je suis pas d'accord avec ce cours d'histoire, je suis pas d'accord avec ce cours de biologie. Ça, c'est pas une atteinte à la laïcité. Je vois pas le rapport avec la laïcité là pour le coup. C'est on pourrait dire une atteinte à la pensée de la sacro-sainte République, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité en fait. Jacques, moi qui viens d'une famille royaliste, et je suis pas le seul ici, je vois qu'il y en a qui ont des cravates comme ça. Oui, j'ai oublié de le signaler. Oh là là, quelle erreur, quelle erreur. On va faire ce petit insert que j'avais prévu. Vous avez outé Christian Van Est, et donc je le out une deuxième fois. Il a une cravate avec des fleurs de lys. Et voilà, donc normalement. C'est un souvenir d'Espagne. On doit avoir un beau gros plan sur cette cravate. Voilà. C'est toujours des Bourbons en Espagne. Oui, c'est toujours les Bourbons. Mais ils n'ont pas de fleurs de lys. Comment ? Ils n'ont pas de fleurs de lys. Si, je l'ai acheté dans un musée de Madrid. D'accord. Allez, pardon. Non, mais je veux dire, on peut, dans un monde normal, on peut contester l'enseignement qui est donné par les professeurs avec des arguments, évidemment, et sans que ce soit de la menace, etc. Donc je vois pas en quoi c'est une atteinte à la laïcité. Vous pouvez dans les dialoguer exemples que vous avez avec pris, en fait. Oui, bien sûr, mais ça, on est tout à fait d'accord. Après, pour le reste, on est d'accord que ce qu'ils mettent là-dessous, on le sait très bien, c'est une pression de l'islam aujourd'hui en France. Et c'est pas des atteintes vagues à la laïcité, c'est du communautarisme musulman qui cherche à s'implanter partout, et notamment dans les banlieues évidemment. Et c'est ça, et ça ils osent pas le dire quand ils disent. C'est pas que des musulmans en fait, c'est qui les autres en fait, oui, mais enfin, je crois quand même que c'est mis l'atteinte à la laïcité. Je crois quand même qu'il on n'a pas de chiffres détaillés, on a juste pour la première fois. C'est quand même un événement assez important. Bon, objectivement, tout le monde sait très bien que ceci vise principalement, quasi essentiellement à l'islam. Oui, le ministre n'en est pas caché. Ce qui est important, c'est quand même le fait que le ministre l'ait dit. Alors, en soi, le fait lui-même est connu de tout le monde. On ne sait pas s'il y a eu 1000 ou 2000 ou 3000, etc. Mais tout le monde sait très bien aujourd'hui qu'il y a de très nombreuses atteintes à la laïcité, et tout le monde sait très bien aujourd'hui à peu près quelle en est l'origine. Je pense que le fait que le ministre le dise est une chose en soi assez remarquable. Oui, mais quels moyens ils prennent, ça c'est la question. On a l'impression que la gauche découvre 40 ans après le réel, comme Colomb quand il est parti. Non mais d'accord, mais il faut quand même pas mettre non plus la barre. C'est pas tout à fait ce qu'il dit, Jacques. Il dit qu'il a mis en place, et même avant ce constat, puisque en fait les atteintes à la laïcité ne sont pas d'hier, elles sont le fait depuis plusieurs années, elles n'avaient jamais été recensées. C'est en ça que Christine nous dit que c'est quelque chose de nouveau. Il n'empêche que le ministre a mis en place des brigades. Enfin, c'est très différent du ministre précédent, quand même. Il faut quand même comparer les choses entre le ministre actuel. Alors, je sais bien qu'on met la barre peut-être très bas. Les ministres précédents. Mais notamment le précédent. Non, mais les ministres précédents. Parce qu'il faut se rappeler que la loi Aubin, elle a quand même été remise. Donc, c'est quand même un petit événement, quand même. Parce qu'on ne peut pas accuser non plus que la gauche. Je pense que le laxisme, il est vraiment multipartiste. Que ça soit multiparti. Donc, vous, ce que vous retenez, Yves Christen, c'est le fait que, pour la première fois, il y a quelqu'un qui accepte de prendre une photo. J'allais dire, on est vraiment dans la philosophie Blanquer, si je puis dire, qui est une forme de bon sens et de non-négation du réel. C'est extraordinaire qu'il faille dire ça, parce que vous allez me dire c'est la base de la base de ne pas nier le réel. Mais nous savons bien que dans le monde actuel, il y a une terrible négation de la réalité, y compris la réalité la plus visible par les citoyens. Et je trouve qu'il est assez remarquable, même si c'est le minimum vital, qu'un ministre reconnaisse le réel. D'accord. Christian Van Est, en tant que député, vous avez vu donc trois mandatures, vous avez eu affaire à ce sujet-là à plusieurs reprises. Alors, je vais vous dire, cette question pour moi s'est développée bien avant que je sois député, pour une raison très simple, c'est que dans ma vie professionnelle,
J'étais directement en face de cette question. Rappelez-nous votre Moi, métier. j'ai été professeur et cadre éducatif D'accord. dans un gros établissement catholique du Nord, 3800 élèves. Ouais. Et dans toutes nos salles de classe, il y avait une croix. D'accord. Et Mais donc- c'était donc- sous un contrat, c'était sous le contrat qui... C'était un établissement sous contrat. Oui. Il y avait une chapelle dans l'école. Évidemment, cette chapelle donnait lieu à des messes où on conviait les élèves qui y allaient ou qui n'y allaient pas. Oui. Il y avait un cours de religion. Mais bien évidemment, lorsque nous étions dans la tâche d'enseigner, bien sûr que nous respections parfaitement les programmes. Donc, si vous voulez, j'ai une vision extrêmement large. On parle pas des programmes, Christian. Non, mais on parle j'y des élèves qui réagissent. J'y arrive. Et des parents qui éventuellement s'en mêlent. J'y arrive Hein très, très exactement. Si bien que moi, si vous voulez, j'ai toujours considéré que la laïcité, c'était l'acceptation d'une diversité des religions et non pas l'affirmation d'une religion par rapport à d'autres, ni l'affirmation du laïcisme, comme le disait tout à l'heure François Sanson. Donc, j'ai été l'un de ceux qui n'ont pas voté la loi sur le voile. C'est-à-dire que moi, je considérais que le fait que des jeunes filles portent un voile n'était pas gênant. Je parle d'un voile sur la tête, d'un léger fichu. Vous ne parlez pas de la plus. burqa ou Je ne de- parle pas du tout de la burqa. Et vous regrettez Je vais y arriver, vous regrettez je vais y maintenant arriver ou parce pas que tout le problème est là, justement. Et donc, je considérais que c'était bien. J'avais proposé une solution qui me paraissait la meilleure, parce qu'en même temps, elle réintroduisait ce qu'il manque le plus à l'école, c'est-à-dire l'autorité, la discipline. Je disais, mais la solution est très simple, c'est l'uniforme. On remet les élèves en uniforme, il n'y en a plus ce genre de questions idiotes. Il ne s'agit pas d'uniforme quand si. un élève se permet de contester l'enseignement de la Mais biologie j'y arrive. ou certaines musiques dans le Permettez-moi d'y cours de arriver, musique. permettez-moi d'y arriver. Ah mais je m'impatiente. Non, bah oui, mais Il je nous vais y reste arriver 3 minutes 30, je vais y arriver dans voudrais un peu instant. que ça circule. Je vais y arriver dans un instant. Oui. À partir de là, je me suis dit, d'accord, ça doit pouvoir fonctionner. Bon, il n'y a jamais eu d'uniforme. En revanche, je me suis aperçu petit à petit que les signes extérieurs devenaient de plus en plus agressifs, omniprésents, Mais vous parlez envahissants. du lycée catholique? Non, je vous parle des lycées publics. Oui, Et je ok. vous parle de la rue en général. C'est-à-dire que manifestement, le voile que je considérais comme tolérable était simplement une provocation discrète qui maintenant n'est plus discrète du tout sous la forme de la burqa, ce qui donne lieu à ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire le communautarisme, c'est-à-dire l'introduction dans notre société qui ne peut pas exister sans qu'il y ait une certaine homogénéité entre ses habitants, entre ses membres. Eh bien, petit à petit, une communauté est née qui, effectivement, est la seule. Il faut être clair, c'est la seule. C'est la communauté musulmane, c'est la seule Est-ce que qui vous pose regrettez- véritablement un problème à la laïcité. Et quand on parle de laïcité, on doit simplement dire il y a une communauté qui s'installe en France et qui n'accepte pas la manière de vivre de la grande majorité des Français et qui veut s'imposer. Et ça, il faut le refuser d'une façon extrêmement ferme. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir voté en faveur de l'interdiction du voile? Non, parce que j'avais une proposition, c'était l'uniforme. Je pense que si on avait effectivement été plus loin dans le sens de la discipline, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Mais on a sans cesse reculé. Ouais, mais une jeune fille on a voilée, sans cesse reculé. une jeune fille voilée avec en un uniforme, uniforme, elle a encore voulu porter son voile. Eh ben, elle l'aurait pas porté parce que l'uniforme aurait été cadré dans le règlement Ça revient au de même. l'école. Oui, ça revient à une Ah non, parenthèse. Oui, mais c'était une façon discrète. D'accord. La question, c'est que fait-on? Vous n'avez pas dire un peu la- jésuite, mais enfin bon, La peut-être. question, oui. c'est que fait-on? On fait tous le constat de cette dérive. On se réjouit qu'effectivement quelqu'un enfin mette le rapport au feu de l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut combattre l'ignorance. Il faut que les gens soient au courant. Je pense qu'analyser de toute façon les effets de quelque chose permet au moins d'en traiter les causes. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Mais maintenant, comment on fait pour traiter la cause? Comment on fait pour accompagner? Comment peut-on même imiter des gens qui, autour de nous, dans les pays voisins, peuvent régler ce problème-là d'une façon tout à fait différente? Je vais vous donner un exemple qui est cité par Blanquer. Donc c'est simple, je le reprends. Un papa tchétchène dit à l'école « J'apprends que ma fille est assise à côté d'un garçon, je ne veux pas ». Et donc, le collège prend contact avec ce père et le convoque et lui explique les règles en France qui sont celles de l'école et de la mixité des sexes sur le même banc. Et Blanquer rapporte que ça a suffi pour que le père accepte les règles du pays dans lequel il venait d'arriver. Ça me suit. Si c'est si simple que ça, faisons-le. Si, mais, ça Ça me paraît ça, très bien. oui. Alors après, il y a aussi des écoles non mixtes.
Ça existe encore. Oui, mais puis, elles sont rares et elles sont d'ordre privé. Et puis il y a des écoles musulmanes. Il y a des écoles musulmanes il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des écoles musulmanes sous contrat. Je voudrais dire qu'il faut quand même... Elles sont soumises aux mêmes lois que les écoles catholiques. Absolument. Absolument. Mais par exemple, Ouais. rien n'oblige que l'on mette des garçons à côté des filles dans les classes. Je suppose que dans ces classes-là, je connais notamment un établissement de Lille qui manifestement est contrôlé par les frères musulmans. Je doute beaucoup qu'il y ait des garçons et des filles, même dans la même classe. Oui, ça existe aussi dans les écoles catholiques ou oui, juives. Tout à fait. Donc n'insistons pas là-dessus. Ce qui me paraît le plus important, vraiment, c'est le problème justement des programmes et du respect des programmes. Ce qui est absolument inacceptable, le sommet de ce qu'il faut refuser, c'est que quelqu'un refuse par exemple d'écouter de la musique. Oui, les élèves qui se bouchent les oreilles. Ou encore qu'il refuse qu'on lui enseigne une leçon de biologie ou une leçon d'histoire. Ça, je veux dire, il ne doit pas avoir le moindre accord avec cette déviance. Oui, mais mais ça, c'est un petit peu s'agiter sur son fauteuil en disant il faut pas. Blanquer, lui, ce qu'il veut, c'est mettre des solutions concrètes. Mais ça dépend des chefs d'établissement. Oui. Le drame, si vous voulez, moi, encore une fois, j'étais dans le privé. Dans le privé, on a une grande chance, c'est qu'en général, il y a des patrons à la tête des établissements. Ils font vraiment régner l'ordre s'ils le souhaitent. Ça, c'est une des réformes et malheureusement, on ne va pas évoquer ce problème-là aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a d'autres problèmes qui se posent dans les écoles, notamment des professeurs qui sont menacés avec des revolvers, même factices, c'est quand même assez grave. Le drame dans les établissements publics, c'est que le proviseur ou le principal se trouve coincé entre les élèves, les syndicats et la hiérarchie. Et moins il parle des problèmes, mieux il se porte. Autrement dit, personne n'a envie de les régler, les problèmes. Je vais donner la parole, parce qu'on a pas mal débordé sur notre horaire, mais je le trouve sujet absolument passionnant. Yves, scientifique, pragmatique, c'est comme ça que je vous lis. Vous allez plus loin que ce que propose Blanquer. Vous trouvez que c'est suffisant? Quelles seraient vos suggestions? Écoutez, je pense que dans la plupart des problèmes dont nous sommes appelés à traiter, la première chose, c'est le retour au réel et accepter que ce que l'on voit dans la rue est une réalité. La plupart des hommes politiques de droite, aussi bien que de gauche, ont passé leur temps à contester la réalité des problèmes que tout le monde voit dans la rue. Le fait qu'un homme les déclare comme tels, c'est déjà formidable. Il est bien évident qu'il n'est pas en situation de les régler entièrement. Ces problèmes ne dépassent à personne. Par ailleurs, Blanquer, c'est pas le chef de la police. Donc, on va en parler. Il n'y a pas évidemment de moyen immédiat de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent à l'heure actuelle et qui sont liés à la communauté musulmane et qui sont liés globalement à ce que disait M. Van Est, à savoir le fait qu'il n'y a plus en France qu'une relative homogénéité des mœurs. Pour vivre ensemble dans un pays, dans un espace, il faut qu'il y ait une forme d'homogénéité des mœurs ou que les bizarreries aient un statut de bizarrerie. Je veux dire, personne n'est choqué en voyant, à l'occasion d'un match de rugby, des Écossais avec une jupe. C'est quelque chose de bizarre. On va voir 10-20 personnes dans le métro et c'est plutôt sympathique et rigolo. Chacun voit bien que dans le cas qui nous occupe, c'est tout autre chose. C'est une hétérogénéité des mœurs qui est vécue comme une forme de concurrence, voire de provocation par la majorité actuelle de la population, qui ne sera peut-être plus majoritaire demain, du reste. Donc c'est un véritable problème. Il n'y a évidemment pas de solution de ce genre comme ça immédiate. Le fait de savoir constater et de savoir dire, c'est un point positif, à mon avis, très important. Juste pour conclure, j'ai le sentiment que vous êtes plutôt en faveur de ce que fait Blanquer. Je ne peux pas parler à votre place. Vous êtes plutôt d'accord pour que la photo soit prise. En revanche, il me semble qu'il y a une unanimité aussi pour dire qu'il y a pas mal d'impuissance dans la société française par rapport à ces manifestes. C'est pas à l'étage de Blanquer que ça va se régler, même si pour l'instant il prend les choses en main et au moins il nous donne un thermomètre. La vérité, c'est comment aujourd'hui on arrive à mieux vivre ensemble, à l'instar de ce qui existe dans des pays voisins comme la Suisse, qui a su très bien gérer son immigration avec d'autres remèdes. Nous concluons là-dessus. Nous avons débordé largement de plus de 3 minutes, mais je crois que ça en valait la peine et je vous invite à nous retrouver dans quelques secondes. Nous avons attendu le nouveau gouvernement, mais tellement de temps. Un record dans la Ve République. Vous savez, plus de 15 jours. Christian Van Est, la mémoire de la 5e.
Ah, d'accord, ça ne s'est jamais vu. Non, ça s'est jamais vu. Non, Bien. non. Et donc, le mardi 5 octobre, le gouvernement fut... Passionnant. Le gouvernement Philippe qui est sorti de son œuf sans démission du Premier ministre, donc sans discours de politique générale, avec celui qui avait provoqué ce nouveau gouvernement, Monsieur Collomb, remplacé par un proche du président, Monsieur Castaner. Ancien député socialiste, me semble-t-il. Oui, il a été socialiste. Vous l'avez côtoyé? Ah non. Il était député des Alpes de Haute-Provence, si je ne m'abuse. C'est un fort calquier. Et il a soutenu la liste... pas parce que vous étiez à l'opposé dans l'Hexagone que vous n'étiez pas... Il a soutenu la liste d'Estrosi pour la... Il s'est retiré pour moi, il a soutenu. Oui, c'est ça. En se retirant, il a soutenu la liste d'Estrosi, ce qui est quand même la preuve d'une très grande largeur d'esprit, ou tout au moins d'une absence totale de conviction. Okay. Voilà. Alors, ma question, c'était, ce gouvernement fait-il pchit? Oui. Oui, bien sûr. Ok, donc c'est un gouvernement Perrier. Je pense, si vous voulez, que ce gouvernement, c'est un double flop, quoi. Ouais. Pourquoi? D'abord parce que on l'a annoncé comme un événement. C'était l'événement qui allait permettre de relancer le quinquennat en mettant fin à toute la séquence Ben Bella et Ben Allah plutôt et les suites. Voilà que on attend pourquoi? Mais comment vous expliquez? C'est très simple. Je vous rejoins. Comment vous expliquez cette terreur de communication? C'est très simple. Il y a eu un bras de fer entre le Premier ministre et le Président de la République. Il faut savoir quand même que le problème actuel, c'est que le Président de la République a descendu les marches à une grande vitesse. Jupiter est tombé de l'Olympe. Oui. Et son Premier ministre a pris 7 points en plus. Autrement dit, le Premier ministre culmine dans les sondages. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la 5e. Ça doit agacer. Oui. Sur le plan psychologique, vous avez affaire à un narcissique emblématique avec Macron. Ce type ne doit pas supporter cette situation. Et par là même, il a très mal réagi en disant il n'est pas question que Édouard Philippe m'impose un gouvernement qui soit le sien, ce sera toujours le mien. Donc ils se sont certainement battus sur qui allait occuper le poste de ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe voulait certainement uniquement un technicien de la sécurité et lui il voulait un copain. Oui, mais pardon. Voilà. Et il a gagné, c'est Castaner. Christian mais du Vanneste. coup il n'y a pas eu de discours du Premier ministre. Il y a eu un discours, je termine là-dessus, c'est le deuxième flop. Et il y a eu un discours miteux sous une lumière à demi éteinte du président de la République qui a descendu encore quelques marches pour essayer de prendre la place du Premier ministre. C'est lamentable ce qui s'est passé. Sur ce point-là, le fait de ne pas choisir un technicien au ministère de l'Intérieur, c'est toujours comme ça. Je crois que aussi loin que je me souvienne, il n'y a jamais de technicien. Il y a Nunez quand même. Nunez est un technicien à côté de Castaner. Mais il y a toujours au ministère de l'Intérieur, qui est perçu comme un ministère clé, il y a toujours quelqu'un de proche du président de la République. Oui, mais ça pourrait être un proche et un technicien en même temps, c'est pas Sauf impossible. qu'il n'y a pas les ressources. Le bon plaisir, on voit bien que le ministre de l'Intérieur est un très proche du président de la République dans le film. Donc ça a toujours été comme ça. Donc, il y avait un tandem comme ça, c'était Pasqua Pandro. C'est exactement. Ça a été une fois dans l'histoire de la 5e. Et d'ailleurs, ça n'a pas été une solution très aisée en termes de cohabitation à l'intérieur du ministre. On pourrait imaginer que Sarkozy-Chirac, c'était pas terrible non plus comme proximité, mais bon, ils ont quand même été là. Oui, c'était quand même un fidèle de Chirac à qui il devait tout. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, la question clé, c'était le ministère de l'Intérieur. En fait, c'est vrai, c'est un peu la question clé de cette nomination, ce lancement du gouvernement. Parce que Collomb était aussi emblématique. Parce que Collomb a dit des vérités, y compris sur le seuil du départ. Moi, je pense qu'effectivement, ce gouvernement a une carte à jouer importante. Maintenant, je veux dire, il faut qu'on soit clair. On peut être dans l'opposition, c'est pas le sujet. Il y a un moment, il faut laisser les gens travailler aussi, quoi. Et moi, je suis un peu plus tolérant et je ne pars pas du principe qu'il doit faire pchit. On saura ça en 2022, s'il fait pchit ou pas. Ou avant le prochain remaniement. Mais a priori, les têtes de pont qui étaient susceptibles de poser un gros problème dans leur départ sont partis, les Hulot avec sa médiatisation forcée, etc. Je pense que maintenant, il y a des gens qui sont ou des techniciens ou des proches
il n'y a pas des grands politiques qui sont aujourd'hui à la tête. Enfin, on va quand même parler de Le Drian quand même, qui est bien présent. Et qui a refusé le ministère de l'Intérieur. Qui le dit d'ailleurs, il s'en est pas caché en disant « je suis bien où je suis ». En gros, c'est une patate chaude dont je n'ai pas envie. Et c'est surtout derrière le ministère des Affaires étrangères, celui où il faut le plus bosser. Et donc la question, c'est pourquoi Collomb est parti. Il y a une question de priorité des ministères. Bon, Macron a mis en avant l'économie. Pour lui, il n'y avait qu'une chose à traiter, c'était l'économie. Bon, manifestement, au bout d'un an et quelques mois, les solutions ne sont pas trouvées, l'économie française stagne. Oui. Et il s'est retrouvé au contraire avec une montée des mécontentements devant l'insécurité galopante qui existe notamment dans les quartiers difficiles. C'est la raison pour laquelle il a été obligé, comme ça, de trouver une solution pour le ministère de l'Intérieur. Comment vous avez jugé l'arrivée de Castaner? Alors, c'est-à-dire qu'il y a évidemment de choses à voir. On est étonné que ça prenne tant de temps pour nommer le plus proche copain, et bien sûr, ça aurait pu être fait tout de suite. Aussi bien, j'ai tendance à penser que le retard est peut-être lié aussi à un autre paramètre, qui est le fait d'avoir cherché des alliances possibles avec d'autres représentants d'autres courants politiques, et que ça n'a pas marché, puisque Macron n'était pas au plus haut dans les sondages. D'un autre côté, maintenant, si on prend de la distance, et pour rejoindre ce que disait François Sanson, il n'est pas absurde, en définitive, que Macron, étant ce qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, veuille avoir autour de lui une équipe qui est dévolue à sa politique, qui va aller dans la même... S'il croit vraiment qu'il va réussir quelque chose, cela fait sens d'avoir avec lui des gens qui sont dans la même ligne. Alors que, par exemple, un Hulot aurait été un peu différent, parce qu'il avait d'autres objectifs, d'autres visions. Donc, d'une certaine manière, il n'est pas incohérent, il n'est pas absurde, du point de vue même de la Ve République, je parle sous contrôle de mon voisin, qu'il veuille avoir une équipe resserrée autour de sa propre façon de voir. En l'espèce, elle n'est pas resserrée, parce qu'elle s'est encore élargie, mais... 34 ministres, Oui, non, mais resserrée. Non, mais je veux dire, des gens qui sont... Tous les cas moins divergents. Ils sont tous des macroniens. Je veux dire, Hulot n'était pas un macronien pur. C'est incohérent dans le sens où il n'y a pas de macronisme à l'origine et qu'il a fondé son pouvoir sur pas ce que c'est que le macronisme, sur le côté transversal, en fait. Donc, se resserrer, en fait, sur ses proches, ça va à l'inverse de ce pourquoi il a été élu et de ce qu'il a vendu aux Français en disant qu'il prenait de la gauche jusqu'à la droite et qu'il était extrêmement large. Là, il lui reste les gens de droite qui étaient les anciens amis de Christian Van Est, mais à gauche, il n'a plus personne, il n'a plus de... Oui, bon. Non, c'est vrai. Les amis de Christian Van Est. Non, j'ai dit les anciens. Non, ça n'a jamais été mes amis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent... Philippe... Provocation, répondez pas à Guibon. Les poids lourds, Philippe Le Maire, Darmanin, viennent tous des Républicains, enfin, ou de l'UMP, enfin, je sais plus comment s'appelle ce parti, à l'origine, en fait. De l'autre côté, on n'a pas l'impression qu'il ait grand-chose. Et même Franck Riester. Maintenant, Riester, dont on se demande pourquoi il était nommé ministre de la Culture. Certains ont une réponse. Dans certains journaux, il a la qualité qu'il faut pour être un homme de droite ministre de la Culture. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça fait pchit. Vous êtes d'accord, c'est François qui me l'avait dit avant, personne ne connaît ses ministres. En même temps, rarement sous la Ve, on connaît vraiment la composition entière du gouvernement. Oui, mais là, c'est le ministre de l'Intérieur. Ce qui est inquiétant, si je peux me permettre, c'est qu'il a mis autant de temps, c'est-à-dire qu'il a essuyé beaucoup de refus, semble-t-il, de personnes sollicitées pour devenir ministre de l'Intérieur. C'est ça qui est inquiétant quand même. 5 au moins. Même Estrosi a été sollicité, semble-t-il. Ça s'est jamais vu, parce que vous savez, en général... Vous l'expliquez ? Vous avez les 5 noms vous savez, en général, vous ne montez pas dans un bateau qui coule, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui. Parce que bon, qu'est-ce qui est... Les politiques qui sont montés sur le bateau, ils ont monté quand... Il a encore 4 ans devant lui, il a une majorité pléthorique. Vous pensez sincèrement qu'un Darmanin monterait dans le bateau en ce moment? Je ne le crois pas. D'ailleurs, il va en profiter pour partir au moment des municipales. Vous allez voir. Attendez, vous ne montez pas dans un bateau qui coule, c'est évident. Et enfin, en même temps, les gens refusent rarement les postes de ministre. Quand même, les petits honneurs. Oui, et puis c'est passionnant d'être ministre. Vous savez, moi j'ai vu des collègues. Ministre de l'Intérieur. J'ai vu des collègues dans des cafés comme ça, aux alentours de l'Assemblée. Le portable à portée de la main parce qu'il y avait un remaniement ministériel en disant pourvu que je sois appelé, pourvu que je sois appelé. C'est terrible. Je n'ai jamais vu personne refuser. Mais là, semble-t-il, il y a eu des refus. Ils ont refusé. Donc, je veux dire, c'est quand même assez clair. D'ailleurs, à titre d'anecdote, juste pour partager avec vous, j'ai des copains qui m'ont dit que la grande blague avec les députés, c'était d'appeler en anonyme. Et tous les députés qui ne répondaient jamais en anonyme, là répondaient en anonyme parce que ça pouvait être l'Élysée. Oui. Ou Matignon. Et c'est formidable comme blague. Tout le monde était pourvu qu'il ait pensé à moi. Est-ce que j'ai été bien vu? Il y a aussi un sujet quand même curieux, c'est ce que vous avez évoqué en parlant du resserrement. Il n'y a pas de resserrement du tout. C'est-à-dire que le ministère actuel s'éloigne complètement de ce que Macron avait annoncé. Et il y a quand même une sorte de gag, c'est le fait que pour la transition écologique, il y ait maintenant 4
ministres, ce qui fait beaucoup. Si vous calculez le nombre de circulations en voiture de ces 4 ministres... Et l'impact CO2 du ministère. Je veux dire que véritablement, la production de CO2 par le ministère de la Transition écologique est assez phénoménale. Sauf s'ils sont en voiture électrique. Bon. C'est à vérifier. Bon, d'accord. Ok, écoutez. Attendez, moi, il y a des sorties qui m'ont extrêmement surpris. Il y a le remplacement du ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'il avait particulièrement démérité ou est-ce que c'est parce qu'il s'est opposé à Hulot et que d'une certaine manière il a provoqué la démission d'Hulot qu'il a été éjecté? Le glyphosate, il défendait systématiquement ce qui était défendu par ceux qui étaient dans le camp des... Vous pensez que c'est ça? Et par ailleurs, il est très sympathique, mais il n'avait pas un caractère extrêmement brillant qui prenait beaucoup de place. C'était plutôt un pion qui avait été mis là. Non mais alors, je vais dans votre sens, il a été remplacé par une superstar dont vous connaissez le nom? Non, c'est vrai. Voilà, ok. J'étais en train de chercher le nom? Je pense que donc vous connaissez le nom? Je peux vous le retrouver. Personne ne le connaît, donc on a remplacé... Didier Guillaume. Je vous remercie beaucoup. Mais il a triché, il avait marqué. Vous avez triché, moi aussi. Je l'ai marqué sur mon cahier. Donc on est passé d'un anonyme... mais oui, mais ça peut être un anonyme qui mais va les faire ses agriculteurs, preuves. soyons honnêtes, à première vue comme ça, les agriculteurs sont plutôt satisfaits de ce monsieur qui a défendu effectivement les intérêts des agriculteurs en tant que parlementaire. Et il peut ne pas être à la solde de Bayer aussi, mais bon. Voilà. Okay, mais en revanche, il y en a une dans la transition écologique qui vient de chez Danone et qui a défendu l'huile de palme, ce qui est drôle aussi, parce que bon, ça c'est pas très écolo par exemple. Non, bien sûr. Dans ce ministère est plutôt un gag, je vous le dis, quand vous regardez de près, c'est plutôt comique, à quelques exceptions près. Très bien, écoutez, nous sommes beaucoup poilés pendant ce sujet. On est d'accord que ça faisait un petit peu pchit. Moi, je trouvais que ça valait le coup de faire une dernière photo sur ce gouvernement, dont vous nous avez annoncé quand même qu'on en reparlera prochainement, puisque beaucoup vont partir à l'occasion des municipales, qui ont lieu dans un peu plus d'un an. Sûr, oui. Voilà. Très bien, allez, nous nous retrouvons dans quelques secondes pour le sujet suivant. À tout de suite. Alors, ce sujet, c'est la perquisition à la fois chez les Insoumis et chez Monsieur Mélenchon. Perquisition, chose inouïe, quasiment live sur Facebook et sur les télés d'information. Nous avons tous vu le comportement de Jean-Luc Mélenchon, à la fois à son domicile, ne me touchez pas, je suis la République, et au siège de son parti, proposant aux militants d'enfoncer les portes et bousculant à l'occasion un procureur. Est-ce que pour vous, c'est un comportement habituel, acceptable, parce que, après tout, son parti est victime d'un traitement discriminatoire? Ou est-ce que ça vous a choqué? Et par là même, vous avez envie que ce type-là soit, je sais pas, interdit, poursuivi Non, mais après, il y a une grande dimension de battleur chez Jean-Luc Mélenchon aussi. C'est une grande mise en scène. C'est lui qui a commencé à se mettre en scène en se filmant chez lui. Et évidemment, il fait beaucoup de bruit comme ça, il provoque, on le sait, ça fait longtemps qu'on le connaît, et je ne crois pas que ce soit une menace pour la démocratie dans ce sens-là. Et il n'a pas tout à fait tort dans la contestation de la procédure telle qu'elle a été menée, en fait. Et là, pour quelle raison? On assiste à une confrontation entre deux pouvoirs, en fait, qui sont faits, évidemment, pour se limiter l'un l'autre dans la séparation des pouvoirs, comme Montesquieu nous l'a expliqué. Mais... non, la justice n'est pas un pouvoir. Je le rappelle, la justice est une autorité, ça n'est pas un pouvoir. Elle se trouve à une marche en dessous du pouvoir. Dans la Constitution actuelle, mais pas forcément dans la définition de la séparation des pouvoirs originelle, en fait. Et le procureur ne l'est pas, c'est vrai. Parce qu'il a été élu, vous diriez qu'il est sacré, oui. Mais dans ce cas-là, on pourrait élire aussi les juges, mais c'est une autre question. Si vous voulez un pouvoir de la justice, vous devez élire les magistrats. Oui. Moi, je suis pour les procureurs mais élus. Là, on n'est pas là, ce serait un système à l'américaine où les gens feraient campagne et on aurait des shérifs. Ça pose un autre problème, parce que là, on voit déjà que les juges, en fait, se sont arrogés des droits, en fait. Celui de tout juger, celui notamment pour en revenir à la question de l'immigration ou de l'intérieur tout à l'heure, en fait, dès que le ministère de l'Intérieur essaye d'expulser des personnes, etc., les décisions sont cassées par des juges qui ont décidé qu'ils étaient de gauche, en fait, majoritairement. Donc c'est aussi un pouvoir aujourd'hui qui pose un problème, en fait, Jacques de Guibon, pour la démocratie, en fait. Et donc la séparation est compliquée, en fait, parce que quand vous n'avez que des juges de gauche, vous êtes... Ce qui est contestable, en tout cas ce que contestent les juges. Au début, lors de la première journée, Marine Le Pen a finalement aligné ce qui lui était arrivé
sur des thématiques assez proches, hein, en tout cas sur la partie européenne, en protestant de la même manière pour elle que pour Mélenchon. Donc on a vu dans l'hémicycle des rapprochements. Après, n'oublions pas que c'est une députée européenne de Marine Le Pen qui a balancé Mélenchon et son parti en fait en disant regardez eux aussi. Il y a deux dimensions. La dimension du spectacle, il est sûr que Mélenchon assure le spectacle politique, enfin avec un certain brio, incontestablement, il faut le reconnaître cela. Maintenant, il y a une deuxième question par derrière qui, à mon avis, est importante, qui est le problème de la perception, à juste titre ou pas, par la population, du caractère non équitable de la justice. Et je crois que si on faisait un sondage, on s'apercevrait qu'une majorité écrasante de Français ne croit nullement que la justice soit juste. Et notamment, pas que dans le domaine politique, mais notamment dans le domaine politique, on citerait assez facilement le mur des cons, qui est quand même une illustration assez remarquable. Et il est vrai que dans le traitement des partis politiques, à vrai dire, tous ont été plus ou moins impliqués à l'occasion des élections présidentielles. Les traitements n'ont pas été du même ordre. Il est certain tous ont subi des perquisitions, oui, mais même l'Élysée avec d'accord, Benalla, d'accord. Fillon en son temps. Oui, mais enfin, Fillon, vous prenez l'exemple de Fillon, Fillon a été purement et simplement, Fillon a été tué. C'est-à-dire que le choix de l'attaque de Fillon au moment où il a été attaqué, je ne parle pas de sa culpabilité réelle ou non réelle, a été un traitement de faveur, si je puis dire. C'est-à-dire que la justice a tué politiquement Fillon. Dans le cas de Mme Le Pen, le système a décidé que ne lui seraient pas alloués les financements nécessaires. C'est un traitement privilégié, si je puis dire. Et je pense que Mélenchon n'a pas été le plus maltraité, d'ailleurs. Il y a eu également des enquêtes sur la sphère Macron, mais il est quand même assez clair que tout n'a pas été exactement équitable, enfin, y compris en matière de perquisition. Donc, Mélenchon peut jouer peut-être à juste titre, et ça explique que Mme Le Pen et d'autres aient pu ne pas lui donner totalement tort, dans la mesure où que se passe-t-il si les citoyens estiment que la justice n'est pas juste ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se plier à une justice autoritaire qui est considérée comme non juste. Donc, vous voyez, il y a là un problème de fond qui, à mon avis, est extrêmement important. Est-ce que vous... J'entends bien, on va revenir là-dessus. Moi, je me demande quand même si Mélenchon risque pas de payer très fortement ce qui s'est passé. C'est l'arroseur arrosé, pour moi. S'il va pas... C'est très clairement l'arroseur arrosé. Il a surmédiatisé ses interventions depuis des années, du temps où il faisait ses hologrammes à travers la France, campagne, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours pensé que l'utilisation de l'hypermédiatisation, et surtout par les réseaux sociaux avec la jeune génération qui le suit, allait lui porter chance. Aujourd'hui, là, les jeunes quittent le navire aussi. Enfin, là, du côté France Insoumise, il y a manifestement une grosse interrogation par rapport à ces idéalistes de moins de 25 ans. Il y a tous les... Vous croyez qu'on peut voir les fruits déjà, en fait, de son coup d'éclat? Parce que peut-être que ça va lui ramener des gens aussi. Enfin, je crois que ça va lui ramener des sondages, je sais pas. Je ne crois pas qu'on ait effectivement des éléments précis. Il y a quand même pas mal de témoignages aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On est dans l'intuition. On est dans ce qu'on peut lire sur les réseaux. Non seulement Mélenchon s'est mis en... Mais son copain, Alexis Corbière, a pris aussi assez cher. Or, lui, il mobilisait pas mal les jeunes. Et il y en a pas mal qui se sont désolidarisés de cette action, qui a été très mal perçue quand même, au final. Parce que ces perquisitions à domicile ne sont pas nouvelles. Elles ont touché des tas de gens, de droite comme de gauche, depuis des années, malgré les cris d'orfraie poussés par... Mais ça n'a jamais poussé quelqu'un à quitter un parti politique. Au contraire, celui qui est du parti qui est perquisitionné, il a encore plus de ce parti-là, parce qu'il estime qu'il est victime. On l'a vu avec le Front National. Donc je crois que du point de vue électoral, à mon avis, ça ne va pas changer. Au contraire. La question, c'est pas le parti. La question, c'est ceux qui seraient susceptibles. Oui, on va aller chercher des lois. Moi, je crois que ça ne va pas diminuer son vote. D'autant plus qu'indépendamment de cette affaire-là, l'équation aujourd'hui est assez remarquable. Il y a un attracteur central qui est moins attractif qu'avant, mais qui est Macron, qui attire, comme le disait tout à l'heure Jacques de Guilbon, les anciens amis de M. Van Est, et ce qui reste d'une partie du PS. Vous avez le don de mettre le couteau dans la plaie. Et vous avez deux partis, deux positionnements plus extrêmes, un à droite, un à gauche, et globalement, le reste tend à disparaître. Donc, si les gens en veulent à Mélenchon, où vont-ils aller? Ils ne vont pas aller voter Macron pour autant. Ils ne vont pas voter socialiste. Ils peuvent aller à la pêche. Ils peuvent aller à la pêche. Mais moi, je ne crois pas. Ils vont rester du côté de Mélenchon. Moi, il y a une thèse, ou en tout cas une impression qui, à mon avis, va dans le sens que Mélenchon va quand même le payer. C'est qu'il y avait un très fort contraste pendant ces perquisitions. C'est l'attitude de la police, qui était granitique. Le procureur, qui était dans ses bottes en train d'appliquer la loi.
et puis un député qui est censé l'appliquer, la faire, et qui est le reflet même de la démocratie, qui se comportait pas très loin d'un petit voyou qui perd son calme. Christian, ça vous a pas paru si vous voulez, choquant? Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir les 3 pouvoirs. Oui. Ou plus exactement, les 2 pouvoirs. Le pouvoir officiel, c'est-à-dire le pouvoir exécutif ici, le pouvoir réel, c'est le pouvoir médiatique, et puis l'autorité judiciaire. C'est le triangle qui a tué Fillon, hein. C'est très clair. Hein. Or ici, vous le voyez encore une fois à l'œuvre, dans la mesure où manifestement, ce pauvre Mélenchon est l'objet d'une chasse aux sorcières de la part des médias. Il s'est fait complètement descendre pendant toute la semaine, et je pense qu'il ne s'en relèvera pas. C'est lui qui les a attaqués, en fait. Il a fait un numéro. Alors, ça, permettez-moi. Il n'y a pas tellement de complot en l'espèce. On voit le type qui agit mal et... Non, mais il les a insultés. Est-ce que j'ai employé le mot complot? Je dis simplement qu'il y a eu un lynchage après. Mais parce qu'il a insulté Radio France, mais il a droit, il a raison, je pense. Mais attendez. Pas se plaindre d'être maltraité par eux. En revanche, là où on peut s'inquiéter de la manière dont la justice a mis en œuvre les ordres qui manifestement devaient lui venir de l'exécutif, c'est qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Et on ne le dit pas suffisamment. Par exemple, je vous signale que lorsque l'on a perquisitionné chez M. Benalla, eh bien, comme il n'était pas là, comme ils n'ont pas ouvert la porte, ils ont simplement mis des scellés. Et quand ils sont revenus le lendemain, comme par hasard, le coffre avec les armes avait disparu. Ici, non seulement ils sont allés au siège du mouvement de M. Mélenchon, mais en plus ils sont allés chez lui, à son domicile, à 7h du matin. Et il a été pris littéralement. Oui, en plus, il n'était pas seul dans son domicile. Bah oui, comme tout le monde à 7h du matin. Et quand vous avez, alors que vous n'avez rien de... Je vous le souhaite. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est pas non plus un crime monstrueux. Oui. Hein, et quand vous voyez vos tiroirs renversés, hein, vos armoires ouvertes... Mais ça, c'est la violence de la police qui est la même pour tout le monde. Moi, je suis étonné que Christian prenne autant le parti de Mélenchon. J'ai considéré... Ou de cette injustice latente. Excusez-moi, j'explique sa réaction. Sa réaction, c'est celle d'un homme qui a été profondément blessé. Enfin, Le Pen a eu la même chose. Et qui a réagi selon son caractère d'une façon épidermique. Ça se retournera contre lui. Mais encore une fois, à mon sens, lorsque vous avez affaire à des élus, c'est-à-dire avec des gens qui, effectivement, représentent la République, mais il faut les traiter avec respect. Mais Christian Van Est... Il faut les traiter avec respect, ça n'a pas été le cas. Et quand j'entends un procureur... Est-ce qu'un parlementaire est hors la loi ? Est-ce qu'un parlementaire est hors la loi ? Je signale qu'il fait la loi s'applique à lui, puisqu'en l'espèce, on n'est pas dans le cadre de l'immunité. Non, il fait la loi. Je vous le rappelle. Il fait la loi. Il a donc un rapport à la loi qui est tout à fait différent. Mais quand il a dit la République c'est moi, la laïcité c'est moi, est-ce que c'était pas un peu Louis XIV qui parlait ? Est-ce qu'il n'y avait pas un décalage complet ? C'est le contraire. Vous savez, un député, c'est un héritier du tribun du peuple. Le tribun du peuple à Rome, il était intouchable, inviolable. Il n'avait pas de pouvoir, aucun pouvoir. C'était pas un consul, c'était pas un questeur, il n'avait aucun pouvoir. Mais on n'avait pas le droit de l'attaquer, tout simplement parce que c'était lui qui pouvait parler. Enfin, là, il n'a pas été attaqué, là, en l'occurrence. On lui a fait subir la vieille solidarité entre parlementaires, mais... On est rentré dans son domicile, dans sa vie privée, et je considère que... C'est avec un remontage judiciaire. C'est pas le premier à qui c'est arrivé. Je ne l'excuse pas, je le comprends. Certains ont dit... Sarkozy, Guéant, Wörth a été interpellé à son domicile. Je considère que les magistrats devraient, lorsqu'ils s'attaquent à des élus, et des élus qui, encore une fois, ont commis soit des fautes, soit des erreurs qui sont en rapport avec leur travail. Je ne parle pas des gens qui ont effectivement mis la main dans le pot de confiture, c'est autre chose. Ça. Mais on parle exactement de ça. On doit respecter. On va pas c'est qu'il a réputé, c'est un chef de parti là aussi. C'est aussi pour ça que c'est chez lui qu'a lieu la perquisition. C'est pas. Mais il a ça son écharpe quand ça lui est arrivé. Je vais vous rapporter. En revanche, son attitude au siège du parti, là, est tout à fait inqualifiable. Lorsqu'il enfonce la porte et lorsqu'il bouscule la police, qui effectivement reste extrêmement calme, et elle a bien eu raison. Ça, c'est scandaleux là en revanche. Certains, je vous cède la parole, Yves Christen. Certains ont dit que quelqu'un qui aspire à la position de chef de l'État ne peut pas perdre son courage comme ça, puisqu'il fera face à des situations bien plus stressantes, des situations de combat où il y a des décisions importantes. Or, la France est en état de guerre dans certains pays. Des situations de crise économique comme on a connu Nicolas Sarkozy, où il y a des décisions très importantes en termes de déficit, en termes d'impact sur la vie des gens. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Moi, je pense que de ce point de vue-là, on peut interpréter l'attitude de M. Mélenchon comme étant une marque de courage et
face à une justice qu'il peut estimer être injuste, et on peut débattre de savoir si cette justice est juste ou injuste, et que de ce point de vue-là, supposer que Mélenchon soit président de la République, ce qui est assez peu vraisemblable, mais il est certain que dans des situations difficiles, il faudrait avoir un président courageux, c'est-à-dire qu'il soit capable, en situation de guerre, de faire la preuve de son courage physique. Il n'est pas du tout évident que ce soit quelque chose qui soit donné à tout le monde. Il n'est pas évident que l'actuel président, par exemple, ait le courage qu'il... Je ne dis pas le contraire, hein, on ne le sait pas. Et ça n'est pas évident non plus pour Mélenchon. Il est évident qu'un caprice, ça ne suffit pas à résoudre un problème majeur. Mais maintenant, pour ce qui est de savoir s'il va perdre, je ne crois pas. Je pense que les médias se déchaînent contre lui. De manière là aussi qui est quand même un peu excessive, parce que dire que c'est un scandale parce que sa copine se fait payer 400 € l'inscription sur Internet d'un programme, ça me paraît dérisoire, parce que 400 €, ça me paraît une somme très faible. Oui, c'est l'accumulation. C'est l'accumulation. Oui, mais quand même, tâches, je ne sais pas si elle a gagné 100 000 € dans la campagne électorale de M. Mélenchon, ça me paraît pas non plus une somme absolument cataclysmique. Mais la question, pour revenir à ce que disait Christian Van Est, c'est que je ne vois pas dans la sphère sociologique de Mélenchon un quelconque rival. Je veux dire que si les médias essaient de tuer Mélenchon, qui mettront-ils à la place? C'est pareil avec Le Pen, d'ailleurs. Les médias ont essayé de tuer Le Pen à de nombreuses reprises, et il n'y avait personne pour le remplacer. Et quand il y a eu une personne, c'est-à-dire Bruno Maigret, on a essayé immédiatement de tuer Bruno Maigret pour qu'il ne puisse pas se substituer à Le Pen. Donc il y a quand même un parallèle entre, non pas Jean-Marie Le Pen, mais Marine Le Pen, qui s'est blessée lors du débat présidentiel, et Jean-Luc Mélenchon, dont on peut estimer qu'il s'est peut-être blessé lors de cet épisode. Moi, je crois pas, mais... Oui, mais enfin, les deux survivent de la même manière. Vous semblez ils survivent, être... je pense avec les mêmes coefficients, pas avec les mêmes parts de voix. Je pense pas. Madame Le Pen n'a pas vu s'effondrer sa part de voix, malgré le fait que tout le monde est convenu qu'elle avait été pas très bonne dans son débat avec Monsieur Macron, et je crois pas que Mélenchon va perdre tellement. Enfin, Jacques, je vous cède la parole pour... je partage ce que dit Monsieur Christen, en fait, et je pense qu'en plus, on le dit assez rarement, mais le modèle caché de Mélenchon, à mon avis, c'est le vieux Le Pen, en fait. Il a rebaptisé son parti Front de gauche comme le Front National. Il fait les mêmes coups d'éclat, et je pense qu'il s'assure, en fait, la fidélité de sa base par des coups d'éclat comme ça, en se disant c'est ça qui marche, et c'est un tribun du peuple dans ce sens-là. Après, je fais pas de prédiction sur les sondages. Je pensais plutôt à Georges Marchais. Aussi, oui, c'est vrai, qui est plus lointain, en fait. Mais je crois pas qu'il y perde, en fait, avec ce coup-là. Il perd vis-à-vis des médias, en fait, qui disent il est mal élevé. Mais après, on est aussi dans une époque lénifiante où on dit il peut pas être chef d'État parce qu'il a piqué un coup de gueule, en fait. Faut arrêter. Bonaparte, je pense, a dû avoir des coups de sang aussi dans sa vie. Ça n'a pas été un mauvais chef d'État. Et ça peut être contrebalancé par Christian Vanès a des coups de sang aussi parfois. Ça ferait un excellent président de la République. J'ai besoin d'un calme olympien. Non, mais d'un côté, le courage, la position de vous, Yves Christen, et de vous, Jacques de Guibon, et d'autres qui peuvent penser que sa perte de calme va lui porter préjudice. On le verra dans pas très très longtemps, puisque les premiers sondages concernant sa popularité ou les intentions de voix vont sortir d'ici quelques jours. Nous nous retrouvons dans quelques secondes, tout de suite. Merci. La mort de Khashoggi. J'ai oublié son prénom. François. Jamal Khashoggi. Donc tout le monde a suivi cette affaire qui est quand même assez surprenante, d'un homme qui vient régler des problèmes de visa au consulat saoudien, puisqu'il est citoyen saoudien, à Istanbul, et qui n'en ressort jamais, enfin en tout cas pas vivant, et en tout cas pas entier. Sans doute en morceaux, dans les valises d'un commando qui serait reparti le soir même, puisqu'on a des images à l'aller, on a des images au retour, avec un morceau de Monsieur Khashoggi dans leur valise chacun. Voilà, c'est quand même surprenant. Je ne sais pas si le Coran accepte qu'on découpe les gens comme ça par la tête. Quand c'est celui de votre ennemi, je pense que si. Oui, ouais. Bon. C'est ça. Voilà, ça y est. Et l'histoire aussi, c'est que finalement, le pouvoir saoudien a pendant longtemps nié en disant on ne sait pas de quoi vous parlez. Et maintenant, ils viennent d'admettre qu'il a été tué, mais qu'il se serait cogné tout seul, en gros, contre une encoignure, ou quelque chose comme ça. Alors, ça pose quand même des problèmes, hein, puisque MBS, le nouveau sultan, qui dirige ce pays, apparaît de plus en plus comme un dictateur, comme quelqu'un qui, de manière cosmétique, donne un petit peu plus de droits aux femmes et qui, en réalité, tient le pays de manière très, très, très dure. Ça pose d'autant plus de problèmes que nous avons tous
nous les pays occidentaux, des intérêts économiques considérables avec ce pays, et que nous avons sans doute même des intérêts politiques, puisque c'est un pays qui est là pour contrebalancer la marche inéluctable de l'Iran dans cette région. François, vous avez bossé le sujet. Je sais que vous êtes intéressé à Khashoggi. Je trouve drôle de profil de personne. Hein. Oui, sur la personne elle-même, je vais pas trop en parler parce que de toute façon, ce que je trouve abject moi dans l'histoire, c'est pas tant le fait divers qui est absolument épouvantable et sur lequel les foules se sont émues. Moi, ce que je trouve abject dans cette histoire, c'est évidemment comment ça sent l'argent derrière et comment aujourd'hui. Comment ça sent l'argent ? Oui, bien sûr. Enfin, mais en Arabie Saoudite, ça sent l'argent tout le temps. C'est ça. Et je parle vis-à-vis de l'Occident, c'est-à-dire. Aujourd'hui, la réaction politique de l'Occident, enfin ça reste une émission politique, tête à clash, la façon dont aujourd'hui se déroulent les interventions d'Angela Merkel et des autres derrière, sans parler des absurdités que sort Trump, moi ça me fait extrêmement peur. C'est-à-dire que le monde marche sur la tête, on est devenu fou. Voilà. Et pour quelle raison on est devenu fou ? Pour ça, parce qu'aujourd'hui, quand on explique que Trump, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est d'abord d'interdire de séjour les 15 pimpins qui sont venus à Istanbul. Bon, ça c'est de la sanction, hein, c'est musclé. Ouais. Et derrière de dire, c'est une opération de dissimulation qui a tourné au fiasco. Un truc comme ça devrait jamais arriver, c'est honteux, quoi. Et le mec il dit ça ce matin. On dit c'est honteux de mal le faire. Oui, c'est ça, c'est honteux de mal le faire. C'est pas une question de genre pas la CIA, elle fait ça tous les jours, il y a aucun problème, quoi. Ouais. Enfin, vous êtes des cons, les gars. Voilà. Mais bon, il y a quand même 400 milliards de budget, de vente d'armement américain à l'Arabie Saoudite. On va pas plaisanter avec ça. Bon, la France n'est pas 400 milliards. Non, il a quand même dit accessoirement, j'ai 600 000 personnes à faire travailler avec l'Arabie Saoudite. On va pas les mettre en cause. C'est tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit en gros qu'on s'assied sur la morale au profit du bien du pays. Et il n'est pas le premier à le dire, puisqu'en Espagne, on a eu le maire de Cadix, ça a dit exactement la même chose avec l'histoire des fusées laser, là, des trucs. Ça, c'est vraiment le plus grave. Il dit les droits de l'homme s'opposent aujourd'hui aux droits de l'homme de ma ville. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Vous êtes du côté Merkel ou vous êtes du côté Trump ? Attendez, moi je... Christian Van Est. Merkel disant on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Je remarque simplement que Mme Merkel est bien placée pour réagir parce que l'Allemagne n'est que 5e dans les ventes d'armement à l'Arabie Saoudite. Comme par hasard, les 4 qui sont devant ne réagissent pas. Donc je pense que ce qui est très grave, c'est que ça met en lumière l'hypocrisie mais profonde des démocraties occidentales qui ont fait la morale au moment de la guerre en Syrie, lorsque les Saoudiens et les Turcs et les Qataris aussi se sont attaqués au gouvernement de Bachar al-Assad. Nous les avons aidés à s'attaquer au gouvernement de Bachar al-Assad et en prétendant que le bien était de ce côté-là et que le mal était du côté de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos alliés sont capables de faire des choses qui dépassent l'entendement, à savoir assassiner après l'avoir maltraité, après sans doute l'avoir battu et ils sont capables de faire ça, non pas chez eux et discrètement, mais carrément dans un local d'ambassade d'un pays étranger. Autrement dit, Christian Van Est, vous leur reprochez d'être maladroits ? Non, je leur reproche de l'avoir fait peu discrètement. À eux, je ne leur reproche rien. Ils sont ce qu'ils sont. Oui. Je veux dire qu'ils ne se refusent rien. Et pourquoi ne se refusent-ils rien ? Parce que tout simplement, ils croient être soutenus par leurs clients, à savoir par nous. Et c'est ça qui est très grave. Est-ce qu'on parle beaucoup, par exemple, des bombardements du Yémen ? C'est aussi l'Arabie Saoudite au Yémen. Avec nos et c'est bien pire, et c'est bien pire. Donc parce que là, c'est des milliers de morts. Oui, parce que Khashoggi, c'était quand même un ennemi de Ben Laden dans le temps. Donc, si vous voulez, on leur a tout passé. En revanche, évidemment, quand il s'agit de M. Orban en Hongrie, ou bien encore de la majorité actuelle en Pologne, alors là, on n'a pas de mots assez durs pour critiquer leur système. Vous voyez, on est en train d'avouer ce que nous sommes, à savoir des gouvernements qui ne répondent plus qu'à une chose, c'est le fric. Parce qu'ils en manquent. Oui, mais je crois qu'il faut quand même être cohérent dans ce que l'on dit. Bon. Sur le régime d'Arabie Saoudite, je crois que le caractère épouvantable de cette chose-là est absolument évident pour tout le monde. Maintenant, je crois que la plupart d'entre nous, et les lapidations, en tout cas, en ce qui me concerne, moi je pense que ce qui devrait guider la politique d'un pays comme la France, ça n'est pas le respect mythique des droits de l'homme, c'est les intérêts de la nation. Et il est possible que la nation ait des intérêts vis-à-vis
d'un certain nombre de pays étrangers, y compris de pays qui sont loin d'être des démocraties. Par parenthèse, c'est la raison pour laquelle je crois que ce qu'on a fait contre le gouvernement de la Syrie est absolument ignoble, parce que, d'une part, c'était pas notre intérêt, et d'autre part, le président Bachar al-Assad était sûrement pas un très grand démocrate, mais il était au moins aussi démocrate que les émirs d'Arabie Saoudite. Donc je crois que si, de ce point de vue-là, on peut avoir une position qu'on pourrait appeler cynique, mais qui est une position tout simplement de positionnement politique en fonction de l'intérêt national. Donc vous êtes trumpiste en l'espèce? Ah, pas du tout. Là, je crois que ce qu'a dit Trump, et par contre, c'est ignoble et bête, comme souvent, il faut bien le dire. Hein, bon. Mais d'une certaine manière, bête, mais il parle à sa base. Absurde sur le fond. Ouais. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est évidemment celle de l'avenir. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? En gros, il y a trois possibilités. Soit, au bout de quelques semaines, on arrête d'en parler parce que c'est comme ça. Soit, la possibilité extrême, l'actuel sultan quasiment nommé saute, ou en tout cas on épure quelques pingouins au milieu qui seront jugés responsables. C'est comme ça que c'est parti a priori. Hein. Oui, mais il fait comme si moi je ne crois pas trop. Soit la position la plus vraisemblable est que un certain nombre de pays, principalement la Turquie, profite de la situation pour en tirer un avantage. Hein. C'est-à-dire, d'autant plus que la Turquie sait beaucoup de choses qu'elle ne peut pas révéler, parce que ce que la Turquie sait, c'est à cause d'enregistrements illégaux dans une ambassade ou dans un consulat. Elle l'a révélé à la CIA quand même. Hein, voilà. La CIA, c'est tout, de toute évidence. Voilà. Ils savent tout de toute manière. Et la Turquie, c'est tout. Donc, ces gens-là vont certainement en profiter pour en tirer des avantages. Nous, la France, je ne vois pas quel avantage on pourra retirer du fait de ne pas trop avoir tapé sur sur les actuels leaders de ce pays. MBS, entre autres. Je crois quand même que vraisemblablement, la situation va évoluer dans ce sens-là. On va bien sûr pas faire tomber la monarchie d'Arabie Saoudite, nous n'aurions d'ailleurs probablement pas le pouvoir, et on va rien faire fondamentalement contre eux. On va probablement accepter que quelques têtes sautent de types qui sont liés ou pas liés d'ailleurs à cette affaire, et puis un certain nombre de gouvernements, les gouvernements habiles, c'est-à-dire la Turquie et la Russie. La Russie, je ne sais pas, mais en tout cas les États-Unis vont probablement tirer quelques avantages, ça va s'arrêter là. Jacques, il y a un paradoxe qui m'a fait pas mal rire ces derniers temps, c'est la position d'Erdogan, qui devient d'un seul coup un grand défenseur de la liberté de la presse. C'est là où je rejoins aussi ce qu'a dit M. Christen. Il ne faut pas être dupe du fait aussi que c'est Erdogan qui instrumentalise cette histoire aussi, médiatiquement, pour... il a du biscuit dans la région et diminuer son rival qui est l'Arabie Saoudite dans le monde sunnite actuellement. Et je pense qu'il s'en sert. Enfin, c'est savoir qu'Erdogan, Erdogan, c'est pas notre ami non plus. Enfin, voilà. Erdogan, ce sont les frères musulmans, c'est le Qatar. Ce sont les adversaires de l'Arabie Saoudite. Donc c'est un règlement de compte, si vous voulez, entre des gens qui, les uns et les autres, ne sont entre deux sous-parties de la même religion. Se précipiter rapidement en disant quel affreux régime l'Arabie Saoudite, on le sait déjà, c'est vrai, ce qu'ils ont fait ignoble là. Je pense que ce qu'on va voir en Turquie, les journalistes qui sont déjà emprisonnés, etc., et à peu près du même acabit, en fait. Et donc, Erdogan est mal placé pour venir nous présenter ce méchant roi d'Arabie Saoudite, pendant que lui bafoue les droits de l'homme et tout le reste toute la journée. Et, on est autrement dit... n'est pas notre ami, à mon avis, en ce moment, Erdogan. Ça peut être un allié stratégique parfois, mais en ce moment, c'est pas notre ami, vraiment pas du tout. Non, c'est pas notre ami, mais enfin, il faut rappeler que la Turquie fait partie de l'OTAN, accessoirement, hélas. Et que ça serait quand même bien qu'un jour, ce soit pas nos mirages qui nous déboulent sur la tête depuis l'Arabie Saoudite, ça serait quand même trop con. Moi, personnellement, je pense que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on est en train de parler d'armement. Et on est en train de parler de guerre, on est en train de parler de... Voilà, il n'y a rien qui favorise quoi que ce soit qui améliore la paix dans le monde ou qui améliore le traitement des civils au Yémen, en Syrie ou ailleurs. Donc on est toujours dans la même problématique. Nous sommes des marchands d'armes. Et c'est le problème. Non, on va malheureusement pas pouvoir épiloguer là-dessus aujourd'hui, mais non, mais on a du temps pour parler de ça parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai glissement. Avant, on était des marchands d'armes qui savaient faire régner l'or dans la base s'il le fallait. Maintenant, on ne fait même plus régner l'or. Le problème, c'est pas tellement le Yémen, bien que ce soit très grave ce qui se passe au Yémen, mais nos intérêts sont quand même assez peu concernés. Ce qui est plutôt gênant, c'est le fait que toutes ces armes risquent de tomber et sont déjà tombées dans les mains de terroristes qui, eux, sont nos adversaires. Exactement. Au moins en Turquie, c'est l'OTAN, pour l'instant. D'accord. Oui, enfin, est-ce que l'OTAN est un allié? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si c'est un allié de la France, mais enfin, a priori, ils sont quand même alliés avec les États-Unis. Les États-Unis, mais est-ce que les États-Unis sont des alliés de la France? Non, je suis bien d'accord. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est un autre sujet. C'est nouveau. C'est un sujet qui est apparu depuis Trump. C'est-à-dire que c'est la première fois que les États-Unis sont en train de se désaligner
Non, oui, d'accord, mais ce qui est avant Trump, c'est le fait que les intérêts des États-Unis ne sont pas ceux de l'Europe et pas ceux de la France. Ça, je crois que c'est assez clair du point de vue géopolitique. Bien sûr, au moins, ils ne sont pas ceux de la Turquie d'ailleurs en Syrie, en fait. Le jeu d'Erdogan qui se rapproche de la Russie avec les histoires suite à la petite la petite bavure, pardon, de l'avion par terre. Il y a quand même eu aujourd'hui, avec Erdogan, il y a une énorme incertitude au niveau de la Turquie, c'est vrai. Mais de toute façon, il y a une instabilité déjà au niveau de ce que l'on est censé gouverner. Je dirais pas tellement ça, parce que je crois que l'avantage d'Erdogan, aujourd'hui, il y a un homme politique qui domine la scène internationale parce qu'il a une volonté et c'est Poutine. C'est Poutine. L'avantage d'Erdogan, c'est qu'il a un côté un peu petit Poutine. La différence, c'est que moi, je crois que nous devrions être très clairement alliés à Poutine et pas nécessairement à Erdogan. Mais le fait d'avoir avec Erdogan, un homme politique qui est quand même assez prévisible, ce que n'est pas Trump, un homme prévisible car il va suivre ses intérêts, c'est, je pense, du point de vue diplomatique, plus intéressant qu'avoir affaire à des gens totalement imprévisibles. Je suis pas sûr que ce soit si prévisible que ça, Erdogan, parce qu'il fait des renversements d'alliance permanents. Enfin, une fois Israël. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a. Alors, ce qui est pas clair chez Erdogan, c'est son lien avec les États-Unis. On a quand même l'impression que le lien avec les États-Unis est maintenu très, très, très fort, et que son lien avec la Russie sert simplement un peu de balancier pour ne pas rien faire contre les États-Unis, tout en prenant un peu d'indépendance. Je retiens de ce que vous avez dit, François Sanson, c'est que vous voyez monter des périls dans une zone qui est de plus en plus déséquilibrée. Et si derrière ça, l'Arabie Saoudite chute également, là, on va véritablement à la catastrophe. Je vous décrypte. Moi, c'est clairement. De toute façon, il y a quand même. On a abordé 4 sujets aujourd'hui. Dans les 4, il y en a quand même quelques-uns qui concernent aussi des aspects, des dimensions culturelles. A priori, l'Arabie Saoudite, c'est pas notre culture. Et aujourd'hui, on est en train de l'alimenter avec beaucoup de choses qui pourraient nous retomber un jour sur le coin de la figure. Voilà. Christian. Moi, je pense que tout à l'heure, Yves Christen a parlé de Poutine qu'on n'avait pas évoqué. Je pense qu'effectivement, c'est l'homme clé de cette région, parce que c'est le seul qui est encore capable de parler à tous les autres. Et je pense que le grand défaut de la France dans cette affaire, c'est d'avoir pris parti et de s'être mis dans un camp contre les autres. Nous sommes prisonniers... Vous parlez de la Syrie, des positions contre la Syrie ? Nous sommes prisonniers de notre alliance avec les monarchies pétrolières. Mais pardon, on est aussi ceux qui sont alliés à l'Iran et qui, pour le moment, sont plutôt dans la résistance aux États-Unis qui veut boycotter l'Iran. Beaucoup moins. Il me semble qu'on est on a plusieurs fers au feu. Le lien de Hollande, c'était l'Arabie Saoudite. Le lien de Sarkozy, c'était le Qatar. Nous avons des liens trop profonds avec ces régimes qui sont instables d'ailleurs et qui manifestement ne correspondent pas du tout aux démocraties que nous sommes. En revanche, je vous rappelle que Hollande a refusé de livrer des armes aux Russes. C'est une erreur manifeste, parce que si effectivement c'était uniquement l'intérêt de nos entreprises qui comptait, on aurait dû livrer les 2 bateaux, les 2 Mistral à la Russie. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que nous sommes liés les mains. On les a vendus après. Nous sommes liés les mains sans problème. Avec ces pays qui non seulement pratiquent ce genre de choses, ont allumé la guerre en Syrie, parce que c'est eux, l'allument maintenant, depuis un certain temps, au Yémen, et puis aussi financent la diffusion de l'islamisme en France, il faut le savoir. Qui est-ce qui paye les mosquées ? Qui est-ce qui finance... C'est en partie l'Arabie Saoudite. Oui, mais en plus, si vous voulez, on dit, la Turquie d'ailleurs. C'est bien tracé. Certains disent, attendez, il y a plusieurs islams, il y a des modérés, mais attendez, là, ce ne sont pas des modérés du tout. Le Qatar, ce sont les frères musulmans, et l'Arabie Saoudite, ce sont les wahhabites, c'est-à-dire la forme la plus extrême de l'islam. Donc, le fait d'avoir... Non, mais vous vous rendez compte à quel point c'est une trahison de s'être allié à ces gens-là. Oui, François Sanson rappelait qu'un des soutiens des mosquées en France, c'est aussi la Turquie. Donc, aussi, la situation... on voit bien qu'on est dans des situations qui sont très compliquées. Dit, il reste une question passionnante, c'est que se passerait-il si, par miracle, à cause de cette affaire, la dynastie saoudienne chutait ? Parce que là, il y a quand même dans ce pays beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, beaucoup de trafic, beaucoup des enjeux économiques gigantesques, puisqu'on dépend d'eux c'est une question extrêmement intéressante. Je pense que ce serait effrayant ce qui se passerait après, en fait. Mais il y a des milliers de princes. Séparés, mais les Saouds sont pas. La famille royale se rassemble en ce moment. Elle est en train de revenir aux affaires. Enfin, le frère de Ben Salman a été rappelé. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se passent qui laissent supposer qu'MBS va sauter. Mais à supposer que vous pensez que c'est ça l'homme. Oui, mais à supposer que la famille elle-même saute, que le pays... Est-ce que c'est possible ? Je n'en sais rien. Mais ce serait quand même intéressant à voir. C'est de la politique spéculative, ce qu'on appelle du what if.
Hein. Qu'est-ce que se serait-il passé si Napoléon avait gagné Waterloo? Là, c'est vrai que c'est une spéculation géopolitique qui est passionnante, un peu effrayante aussi. Je voudrais dire, ce sera le dernier mot. Pourvu que ce ne soit pas sur Riester. Pas du tout. Le dernier mot, c'est un mot en faveur de Trump. Oui. Hein, j'ai entendu dire beaucoup de mal de Trump. Moi, je suis désolé, mais dans cette affaire-là, c'est peut-être le seul qui a dit la vérité. À savoir pourquoi nous sommes alliés à l'Arabie Saoudite, parce que nous en avons besoin économiquement. Point final. Il continue la politique de Quincy, c'est-à-dire la politique d'alliance entre l'Arabie Saoudite, qui est un régime qui est aux antipodes du régime américain, mais que les Américains ont choisi, parce que c'est l'une des plus grosses réserves pétrolières. Alors maintenant, les Américains en ont moins besoin du pétrole, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, Trump a dit la vérité. Très bien. Eh ben, nous conclurons là-dessus. Je ne répondrai rien et personne d'autre ne répondra rien à ce que vient de dire Christian Vannès, qui donc conclura cette émission. Je vous invite à nous parler de nous autour de... Voilà, si vous aimez cette émission, parlez-en. Le podcast, ça fonctionne pas mal. Et puis, nous nous retrouvons dans 15 jours avec 4 nouveaux invités. À bientôt. Merci de votre fidélité.